Bonjour à tous. Donc c'est la première fois que je viens au Jug Summer Camp et je suis très fier. J'ai l'honneur de faire la keynote, donc merci de m'avoir accepté. C'est avec un grand plaisir que je suis là. Donc merci à nos organisateurs. Je pense qu'ils méritent encore un autre petit round d'applaudissements. Donc cette keynote se veut légère. J'espère que je serai un petit peu drôle. On va voir. Ou pas. Donc vous me direz après si c'était drôle ou pas. Je me formaliserai pas pour autant. Donc aujourd'hui, moi je vais essayer de vous parler de ce que j'ai appelé les IT Holy Wars. En fait, c'est les développeurs aujourd'hui ont tendance à être polarisés des fois sur certains sujets, VI versus Emacs, ce genre de trucs-là. J'ai envie un peu de faire une petite liste comme ça de tous ces trucs qu'on rencontre au quotidien et qui nous polarisent parce qu'il y a toujours des camps à droite ou à gauche. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Laforge. On me connaît plus pour ma participation au projet open source Groovy, donc le langage de programmation pour la JVM. Côté boulot, je suis développeur advocate pour Google, sur la Google Cloud Platform, donc tous les trucs cloud et tout ça. Et puis vous connaissez peut-être ma voix si vous écoutez le podcast Les Cascodeurs. Qui c'est qui écoute Les Cascodeurs ? Ouais. Oh ouais, pas mal. Joli, joli. Et donc là, je vais faire un petit disclaimer en tout cas, parce que c'est une keynote qui n'a rien à voir avec Groovy ou Google Cloud. Il y aura peut-être une ou deux mentions un tout petit peu plus tard, mais vraiment, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et donc, voilà, je suis ravi si jamais, donc je serai là jusqu'au début d'après-midi. J'espérais être là jusqu'à la fin, mais avec des histoires de train et de voitures de loc et tout ça, je vais devoir partir un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, si vous voulez parler de Groovy ou de Google Cloud après, n'hésitez pas à venir me voir et puis je me ferai un plaisir de discuter avec vous de tout ça. Donc, aujourd'hui, si on regarde, en informatique, on a un petit peu tendance des fois à tourner en rond, en cercle. Il y a des modes, il y a des tendances qui vont, qui viennent. Alors je ne sais pas si c'est un rond ou une sorte de pendule où ça va, ça vient. Par exemple, si on regarde côté client léger versus client lourd, on s'aperçoit qu'il y a une époque, il y a très longtemps, au temps des dinosaures, où on avait les terminaux noirs et verts et tout ça, et c'était juste un petit terminal super léger et ça discutait avec des gros mainframes. Après, on a eu aussi le client-serveur, le client devenait quand même un petit peu plus lourd. Après, on a eu toute la partie, on va dire il y a style 10 ans, où on faisait du bon gros back-end, et puis finalement c'était du rendu statique, il y avait juste un browser et c'était bien. Après, on est allé vers les single page applications où là quasiment toute la logique est à nouveau côté client et puis finalement le back-end c'est juste du pauvre CRUD grosso modo. Et puis là on s'aperçoit mais pour que ce soit vraiment performant peut-être qu'il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, on va faire du server-side rendering. Donc on voit qu'il y a vraiment un peu des tendances, on tourne en rond ou on va de gauche à droite, on revient. C'est un petit peu ce qu'on voit. Mais ce que j'ai tendance à dire c'est que peut-être que c'est plus une spirale. Dans le sens où, finalement, ok, on tourne, on va à gauche, on va à droite, mais on a quand même, j'ai l'impression en tout cas que nos outils, nos pratiques, tous les frameworks, les plateformes qu'on utilise quand même avancent petit à petit et on arrive à faire des choses assez chouettes. Aujourd'hui, imaginez-vous, genre, faire ce que vous faites aujourd'hui avec les outils, les plateformes, les frameworks, les OS, etc. d'il y a 10 ans, vous n'arriveriez pas forcément à faire exactement les mêmes choses. Ou ce serait moins joli, ou ce serait moins dynamique, moins je ne sais pas quoi. Donc j'ai quand même l'impression, malgré tout, petit à petit, dans notre domaine, on avance, même si effectivement, ok, on va être plus côté client, plus côté serveur, etc. C'est bien parce que les choses évoluent, je pense, dans le bon sens. Mais malgré tout ça, souvent on s'aperçoit que les développeurs sont polarisés, même si on est sur cette espèce de trajectoire d'amélioration progressive, malgré tout, il y a toujours des sujets sur lesquels on est super polarisé et on va être à fond pour tel sujet, pour tel framework, et l'autre développeur juste en face, il va nous dire « mais non, React c'est mieux, mais non, Angular c'est mieux », ils vont se tabasser, etc. C'est cool. Et cette polarisation, donc on exprime son avis fort, il y a des débats, il y a des flame wars, il y a des débats sur
sur je sais pas, Hacker News ou des trucs comme ça où les gens vraiment ou Stack Overflow sur les questions, les gens ils fight, mais non, faire comme ci, faire comme ça. Mais c'est pas forcément toujours non plus noir et blanc, et peut-être que c'est plutôt 50 nuances de gris. Donc c'est un peu... Enfin voilà, on va voir si effectivement c'est nuancé ou si sur certains sujets ça l'est peut-être moins. On va voir ça. Et ce que je vais essayer de faire, en fait, j'ai essayé de regrouper un petit peu tous les exemples que je vais prendre en essayant d'aborder ce sujet-là de la polarisation des développeurs, ces petites guerres d'IT, de développeurs d'informatique, selon certains axes qui sont en fait mes questions. Donc je me demande si cette polarisation, c'est une question de vocabulaire, est-ce que c'est une question de langage de programmation ou autre, est-ce que c'est à cause des outils qu'on utilise, est-ce que c'est les plateformes, ou même, pourquoi pas, une question de style. Donc je vais commencer par le vocabulaire. On va commencer par le vocabulaire. Je vais vous donner quelques exemples de vocabulaire. Vous savez quelle est la différence entre un horrible hack et un workaround temporaire? C'est quoi la différence? Vous avez une petite idée? En fait, le horrible hack, c'est celui qu'un autre a codé. Le workaround temporaire, c'est celui que vous avez codé, en fait. Mais au final, bon, j'imagine que c'est la même chose, mais c'est des termes différents. Dans le même ordre d'idée, CPT, ça marche pas et tout, ou il y a juste quelques petits soucis, c'est rien, on va corriger ça. C'est pareil, c'est le mec qui a codé le truc et tout est pété. Et si c'est moi, oui, bon, ok, c'est pas parfait, mais je corrige ça discrètement et tout. Donc c'est vrai que c'est une question peut-être plus finalement de perspective que de vocabulaire en soi. Ou les bugs. Alors, qu'est-ce qu'un bug ou qu'est-ce qui est hors scope? J'ai trouvé cette définition qui était sympa. Le bug, en fait, c'est plutôt l'absence d'une feature que vous aimeriez rajouter ou voilà, qui serait bien de corriger ou d'implémenter. Tandis que hors scope, c'est aussi l'absence d'une feature, mais dont vous voulez surtout pas entendre et surtout pas l'implémenter vous-même. C'est un petit peu ça. Donc c'est hors scope ou c'est un bug. Donc c'est pas grave si ça marche pas, si c'est cassé, c'était pas censé marcher. Pareil, solution propre contre photo réécrire. Donc la solution propre, c'est quand quelque chose fonctionne et c'est vous qui l'avez fait et vous comprenez ce qui se passe. Quand il faut tout réécrire, ça marche peut-être, ça fonctionne ou éventuellement, mais vous ne comprenez pas parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a codé et puis ça devient tellement compliqué à se plonger dedans que voilà, c'est peut-être aussi d'ailleurs la définition du legacy code, c'est le truc qu'on n'a pas du tout envie de maintenir, de faire évoluer. C'est peut-être un petit peu ça. Mauvaise structure ou complexité, structure complexe. Je reste un peu dans le même thème, mais c'est encore la même approche. Donc la mauvaise structure, c'est juste parce que c'est quelqu'un d'autre encore qui a fait un truc super compliqué et puis qui n'est pas facile à maintenir, à faire évoluer, tandis que la structure complexe, vous avez fait un truc super compliqué, mais bon, il va falloir le faire. C'était nécessaire, il y en avait effectivement besoin. C'est pas évident. Ou obscur, et quelque chose de bien documenté ou autoportant. C'est pareil, donc c'est mon dernier exemple dans cette veine-là. En fait, quelque chose qui est obscur, c'est pareil, c'est quelque chose qui est écrit par les autres, sans commentaire, avec des noms de variables incompréhensibles, A, B, C, D et tout. Tandis que quand c'est auto-documenté, autoportant, etc., en fait, c'est juste que vous n'avez pas eu le temps d'écrire vous-même les commentaires du code que vous avez écrit. Mais évidemment, le code est tellement clair et tellement beau ce que vous avez écrit que évidemment, il n'y a pas besoin de documentation, de commentaires, etc. Et là, juste pour la petite anecdote, là, le code que j'ai mis derrière, en fait, c'était ma première contribution open source de toute ma vie. Donc, quand je suis arrivé sur le projet Groovy. Donc, c'était un bout de code pour détecter si un fichier, c'était de l'Unicode ou du ISO machin, ou de l'ASCII, etc. Et en fait, j'avais tellement peur en fait, d'être jugé par tous les développeurs open source qui travaillaient sur le projet, etc., que j'ai à mort blindé mon code avec plein de tests, plein de commentaires, et au final, j'avais fait le calcul, donc vous voyez, c'est super bien écrit et tout, bien.
bien expliqué et tout ça. Et puis même, là on voit pas, mais même à l'intérieur du code, je mettais plein de commentaires, genre 2 lignes de commentaires juste pour un if qui fait une instruction. Et j'avais presque 2 tiers de commentaires pour 1 tiers de code, en fait. Donc et au final, j'étais fier quand même de ma contribution. Et d'ailleurs, ce bout de code-là, donc on le retrouve dans Groovy, mais je l'avais aussi contribué donc, gratuitement, c'était pas open source à l'époque, dans IntelliJ. Si vous utilisez IntelliJ comme IDE, il y a du code à moi, et c'est ces bouts de code-là qui permettent à IntelliJ de savoir quel est l'encoding qui est utilisé quand vous ouvrez un fichier. Donc ça, c'est ma petite fierté de me dire, ouais, mon super IDE, il y a mon code à moi dedans. Pas beaucoup, hein, juste 2 classes, quoi, mais voilà. C'était mon petit plaisir. Et donc là, ces petits exemples de vocabulaire, en plus, c'est même pas moi qui les ai inventés, en fait. Il y a ce site-là, smartjokes.org, et vous verrez, il y en a d'autres un petit peu dans la même veine, que j'ai trouvé assez sympa. Alors, si ce n'est pas une question de vocabulaire, est-ce que c'est peut-être une question de langage qui fait que les développeurs se polarisent? En particulier, on va dire, les langages de programmation, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous utilisez plutôt un langage statiquement typé ou un langage dynamique? Qui est plus statiquement typé? Et qui utilise aussi, ou pas, ou que des langages dynamiques? Ouais, ok. Alors qu'en fait, si on regarde, souvent on va faire les deux dans un projet parce que, genre, ok, je vais coder le back-end en Java, mais je vais quand même faire du dynamique avec JavaScript côté front-end. Finalement, on fait un petit peu les deux et puis on arrive à faire très bien les deux. Donc des fois, il y a toujours les guéguerres statiques versus dynamiques, alors qu'en fait, les deux sont très bien, les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients de toute façon. Pareil, est-ce que vous codez de façon fonctionnelle, ou plutôt orientée en objet, ou plutôt de manière impérative? Encore une fois, les langages d'aujourd'hui ont quand même tendance à intégrer et mélanger un petit peu tous ces concepts-là. Donc par exemple, même dans Java 8 avec les streams, c'est déjà quand même du fonctionnel. Ou Groovy avec ses closures, bah voilà, c'est aussi la notion de fonction qu'on va retrouver. Et j'avais dit que je ne parlerais pas de Groovy, mais un langage comme Groovy, par exemple, il est vraiment multifacette. On peut faire du fonctionnel, on peut faire de l'impératif, on peut faire de l'orienté objet. En fait, voilà, aujourd'hui, tous les langages ont tendance quand même, malgré les débats où on est tous non, dynamique c'est mieux, statique c'est mieux parce que c'est plus type-safe, tout ça, en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui les langages font un petit peu tous plus ou moins les mêmes choses et supportent les différents paradigmes. Et par exemple, voilà, en Groovy on peut faire aussi du statiquement typé et que ce soit aussi rapide que du code Java compilé, voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. Et sinon aussi, côté mémoire, par exemple, il y a des langages avec un garbage collector ou pas de garbage collector, on est obligé de maintenir ces petites références à la mano. Voilà, il y a différents... et puis des fois aussi, quand on choisit une plateforme, genre si on fait de l'iOS, on n'a pas non plus vraiment le choix du langage. Donc bon, maintenant, il y a Swift aussi qui remplace petit à petit Objective-C. Mais donc des fois, il n'y a même pas de débat à avoir. Vous devez faire une appli pour iOS, voilà, ça va être Objective-C ou Swift. Et de toute façon, le débat finalement n'a que peu d'importance vu que de toute façon, c'est pas le choix qui vous est donné. Je parlais de mémoire, d'architecture CPU. Alors est-ce que vous êtes plutôt petit indien ou non, pardon, little Indian ou big Indian, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose? Il y en a qui connaissent Yakari en fait? Oui. Ok, donc ça va, je me sens pas trop vieux parce que je me suis dit, j'allais avouer que j'ai passé la quarantaine il y a 2 mois, 3 mois. Donc je me disais, merde, ça se trouve, c'est là que je vais montrer que je suis vieux en fait. Mais ça va, ça me rassure, je suis pas tout seul dans ce cas-là. Pif gadget, c'est vrai. Donc après, il y a les... niveau langage, il y a aussi donc quand même alors c'est à cheval entre langage et style, je dirais. La ponctuation dans les langages, en fait. Par exemple, quand on regarde aussi les langues, comme l'anglais, par exemple, la position de la virgule, il y a ce qu'on appelle l'Oxford comma, où on met en fait une virgule avant le « et ». Il y a aussi d'autres débats, genre... est-ce que les guillemets, on les met après ou avant le point final? Bon, il y a d'autres trucs comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez vu, alors je crois que j'avais vu ça plutôt en JavaScript, où les gens mettaient, donc pour séparer les éléments d'une liste, mettaient la virgule en début de la ligne. Moi, je trouve ça assez moche, mais bon, ça a des avantages quand on commente et tout ça. Mais des fois, le style, bon, c'est vrai que c'est plus une question de style à la limite que de langage ici.
Il y a aussi, alors celui-là j'aime bien. Alors je l'ai laissé, je l'ai mis en anglais celui-là parce qu'en fait, curly en anglais c'est pour les cheveux ondulés. Et je me suis amusé à faire, il est où mon curseur? Je le vois plus. Ah, il est là. Et vous voyez mes talents de Photoshop et d'artiste, je lui ai rajouté, en anglais en fait c'est les braces, les appareils. Donc curly, braces, pour les accolades. Parce que les accolades, putain, vous applaudissez même pas mes talents de Photoshop. Je me suis amusé à faire ça. Parce qu'en fait, moi quand j'ai commencé à développer le code que je faisais, je mettais toujours mon accolade à la ligne et du coup je les alignais verticalement. Donc je trouvais qu'il y avait plus d'espace entre le nom de la fonction et tout ça, une ligne d'espace avec l'accolade, et puis en plus c'était bien parce que je voyais les accolades alignées, je trouvais ça plus joli. Et puis c'est un peu quand j'ai commencé à faire de l'open source, et il y avait d'autres pratiques, donc il y avait les accolades à la fin, des espaces, alors que j'aimais plutôt les tabulations, et voilà, finalement c'est peut-être plus une question d'habitude, et puis on se plie aux conventions qui sont là, quoi. L'indentation, après si vous voulez pas vous embêter avec les accolades, vous pouvez faire genre du Python. Donc voilà, là il n'y a plus de... Bon, il n'y a plus d'accolades, mais vous allez peut-être avoir des problèmes d'indentation. Et niveau indentation, vous avez entendu là l'histoire, c'était il y a un an, un truc comme ça, du bug d'Apple sur le SSL, là, le GoToFail, où en fait, je vais remettre mon petit pointeur, ici en fait, si vous regardez bien, donc il y a 2 fois GoToFail, et ils sont indentés de la même manière, mais en fait, quand on fait un if, c'est là surtout un if sans parenthèse, en fait, il n'y a que ce GoToFail là, qui sera, si la condition est vraie, on va faire GoToFail. Tandis que là, ils ont dû dupliquer par erreur, peut-être qu'ils refaisaient un petit peu de reformatting ou je sais pas quoi, je sais pas trop. Par erreur, ils ont redupliqué le GoToFail, mais ils l'ont indenté du coup pareil que l'autre. Et en fait, dans tous les cas, que ce soit vrai ou faux, on faisait toujours le GoToFail, et tous les if qui suivaient, toutes les vérifications qui pouvaient arriver après, étaient tout simplement zappées. Et du coup, c'est là d'où venait le problème du GoToFail. Donc, l'indentation, l'espacement, la gestion des accolades peut vous amener à faire des bugs super critiques, quoi, finalement. Donc en parlant d'espacement, l'éternelle question tabs versus spaces, c'est un grand débat. Moi j'avais commencé avec les tabs et puis finalement je fais plutôt des espaces, 4 espaces. Parce que c'est standard quand même, mais c'est vrai qu'il y a des langages, par exemple en Go, vous devez, je crois, si je dis pas de bêtises, vous devez mettre des tabulations, vous mettez pas des espaces. Ou c'est pas obligé? Non, mais c'est la coutume, d'accord. Je croyais que c'était obligé en fait. Ou genre en make, vaut mieux mettre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de make. Pour faire un make, vaut mieux mettre des tabulations, non, parce que sinon on risque de se paumer entre les espaces et les tabulations. Et là, j'ai un collègue, Felipe Hoffa, H-O-2-F-A, si jamais vous voulez regarder ce que je vais vous dire, qui s'était amusé à prendre le dataset des données en fait, de GitHub, et il avait utilisé BigQuery, là c'est l'outil d'analytics et de data warehouse de Google. J'avais dit que je ne parlerais pas de Google, mais c'est juste la seule petite mention que je vais faire. Et en fait, qui avait fait des stats sur tout le code qu'il y avait en open source sur GitHub, pour regarder quels étaient le breakdown entre espace et tabulation. Et donc c'est là qu'on voit, par exemple, la pratique effectivement dans Go, c'est d'avoir que des tabulations. Alors que finalement, dans les autres langages, je crois que c'était moitié-moitié, et sinon la plupart des autres langages, c'était toujours quand même les espaces qui gagnaient. Donc c'était marrant de voir des vrais arguments chiffrés disant qui utilise plus quoi, les espaces ou la tabulation. Bon, c'est peut-être pas une question de langage, cette polarisation, alors peut-être une question d'outils. Si c'est une question d'outils, qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme outil? Genre, est-ce que vous utilisez, par exemple, si vous êtes des javaïstes pour votre build, vous utilisez plutôt Maven ou plutôt Gradle? Qui fait du Gradle? Ouais, du Maven? Ça reste quand même 3 fois, allez, facile, 3 fois plus. Pareil, j'avais fait, alors c'était il y a un an, j'avais fait des stats sur les projets sur GitHub, encore avec BigQuery là. Et en fait, j'avais vu que, je pense que c'était à peu près il y a un an, il y avait genre un tiers de projets
Java, qui utilisaient Gradle et 2 tiers qui utilisaient Maven. Donc Maven était au moins toujours 2 fois plus en avance que... Mais en tout cas, c'est pas mal franchement, Maven qui est répandu partout, de se dire qu'ils ont quand même déjà réussi à avoir 1 tiers, grosso modo, du marché, entre guillemets, c'est quand même plutôt pas mal. Niveau IDE, alors plutôt Eclipse ou plutôt IntelliJ? Qui fait de l'Eclipse? Ouais, de l'IntelliJ? Ah si, ouais, ça a quand même bien évolué au cours des années. C'est énorme quand même, sérieux. Il y a une époque, je veux dire, il y a, je sais pas, genre 5 ans, j'en sais rien, l'Eclipse c'était encore toujours la majorité. Hein. Ah, c'est bien ça. Ouais, moi ça fait genre, je sais plus 15 ans, je crois que je fais de l'IntelliJ. Puis en plus, comme j'ai mon code dedans, c'est la classe quand même. Mais je sais pas, vous avez vu aussi là, c'est cette semaine où il y a Atom qui a annoncé Atom IDE. Donc même les éditeurs de texte, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu... genre un éditeur de texte, soit il va aller vers le traitement de texte et il va devenir Word, soit il va devenir vers un IDE. Et puis jusqu'au jour où il y aura un nouvel éditeur de texte qui va arriver sur le marché, qui va être plus cool, plus léger, évidemment, parce qu'on aura enlevé toutes les features d'IDE, évidemment. Mais bon, après voilà, il y a la mode aussi dans votre éditeur ou votre IDE. Alors est-ce que vous êtes plutôt blanc ou plutôt foncé pour le fond d'écran? Moi je sais que j'ai quand même... Ça me fatiguait plus les yeux de mettre du foncé. Alors ça dépend, parce que genre sur fond noir, moi je peux pas coder plus de 5 minutes sur fond noir, j'ai l'impression de tout voir en surimpression, c'est horrible. Mais par exemple dans IntelliJ, j'ai quand même testé, c'est un espèce de gris en fait, c'est pas noir, et c'est quand même pas désagréable pour les yeux. Parce que c'est vrai, genre on code tard le soir, le blanc, c'est assez mauvais pour les yeux. Même si maintenant, genre sur les Mac, là, ça se met automatiquement en teinte orange et tout ça, qui est bien mieux pour les yeux en enlevant la lumière bleue. Et donc sur le fameux débat VI versus Emacs, est-ce qu'il y en a qui utilisent Emacs dans la salle? Non, j'ai pas réussi à quitter VI. Ah, justement, putain, merde, je vais l'utiliser après celle-là, t'es vache toi. Parce qu'en général, il y a toujours 2-3 personnes qui utilisent Emacs et j'étais prêt à dire, bon, c'est bon, vous pouvez sortir de la salle. Donc ouais, moi j'ai appris VI, je crois que c'était mon premier stage. Quand j'étais étudiant, mon maître de stage il m'a dit, tiens, prends ta machine, c'est un Linux, ok. Tu vas utiliser VI pour éditer tes fichiers, bon ok, puis voilà, je m'y suis mis. Mais je sais pas si vous aviez vu, donc c'était il y a genre 6 mois, il y a Commit Strip qui avait fait un truc mais vraiment super bon. Donc on voit les développeurs qui sont tous ensemble à paumer dans une espèce de pièce sombre. Et en fait, ils sont tous rentrés et tombés dans VI, mais personne n'a trouvé comment sortir. Donc est-ce qu'il faut rebooter l'ordinateur ou quoi? Bref. Mais il était excellent. Alors est-ce que c'est une question de plateforme peut-être? Donc par exemple niveau OS, voilà, Windows, Linux, Mac. Moi ça fait genre 10 ans que je suis sur un Mac. Malgré tout, mes beaux-parents reviennent pour me dire j'ai un problème avec mon Windows. Alors que ça fait des années que j'ai pas utilisé Windows, que je sais pas du tout comment je vais régler le problème de mes beaux-parents. Après, plateforme de programmation aussi, .NET ou Java. Après, il y a aussi, c'est plus des frameworks, mais c'est quand même des plateformes en soi. Java EE versus Spring Framework. Vous avez vu que Java EE là, va aller dans l'Eclipse Foundation. Et puis voilà, toutes les questions des frameworks du jour à la mode qu'on peut mettre encore au-dessus, sans parler du JavaScript, où là, c'est un nouveau framework par jour. Et est-ce que, par exemple, vous utilisez CDI dans Java EE ou alors vous utilisez Spring? Donc est-ce que vous faites de l'injection de dépendance ou la déjection dépendance? Parce que vous savez, il y a l'acronyme DI. Bon, bref. Et c'était marrant parce que j'avais fait une fois ce slide à une autre conférence et j'avais réalisé que j'avais mis impedance dejection, mais en fait dejection en anglais ça veut pas du tout dire les déjections comme en français. Je me disais ils ont pas l'air de sourire et puis après j'avais compris pourquoi. Côté mobile aussi, donc il y a les fans d'iOS et d'Apple, les fanboys, mais c'est pareil, il y a aussi la même chose côté Android. Et vous avez vu là l'iPhone X qui est sorti. Vu le prix du machin, je vais m'acheter un bel ordinateur pour le même prix, moi, mais bon, c'est quand même, ça coûte 2 bras, une jambe et un rein de votre enfant. Mais bon, c'est vrai que ça a l'air sympa. Mais c'est pareil pour le développement d'appli pour les mobiles. Est-ce que vous allez être plutôt natif ou alors est-ce que vous faites plutôt des progressive web apps, etc. Là aussi, c'est encore un débat. Il y a tellement de choix et d'options. Je parlais des frameworks JavaScript, ben voilà, Angular versus React. Ou regardez Vue.js. Vue.js,
Il y a même 2 sessions ici au Jug Summer Camp qui parlent de Vue.js quand même. C'est le truc qui monte en flèche et qui a l'air vraiment sympa. Moi, j'ai bien envie de jouer avec. S'il y en a qui font un peu de Node aussi, genre il y a d'autres débats. Alors il y a NPM, puis le nouveau truc, il y a Yarn, ou si vous faites la gestion de vos assets, etc. Il y a du Webpack, mais maintenant il y a encore un autre truc, Pack, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, il y en a un qui peut me le dire, je sais plus, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Donc voilà, à un moment faut faire un choix sur ces choses-là. Il n'y en a pas forcément un qui est mieux, et parfois on n'a pas le choix. Si on vous dit faites une application iOS, vous n'aurez pas le choix de toute façon. Question de style, est-ce que le nombre de colonnes, par exemple, vous coupez votre code au bout de combien de colonnes pour le remettre à la ligne? À l'époque des cartes, les cartes perforées, et puis les imprimantes matricielles, on n'avait pas trop le choix finalement. Voilà, c'était genre 80 colonnes, on ne pouvait pas aller plus loin. Et même aussi, il y avait, en parlant d'imprimante, quand on faisait genre des reviews de code, des fois on imprimait le code aussi, et puis on les reviewait avec crayon, papier, tout ça. Il n'y avait pas encore les GitHub avec les pull requests, les diffs et toutes ces choses-là, par exemple. Après, voilà, c'est bien, maintenant on a quand même des beaux écrans Retina, des écrans 32 pouces ou je sais pas quoi, des trucs gigantesques. Mais néanmoins, malgré tout, une bonne pratique, c'est quand même de ne pas non plus faire des lignes trop longues, parce que sinon c'est tout simplement imbitable et illisible. Autre exemple de style, c'est camel case, snake case. Alors il y a plusieurs types de case. Comment on écrit ces identifieurs. En général, à la limite, on a tendance quand même à appliquer les préférences du langage. Donc en Java, c'est plutôt camel case. Ceux qui vont faire, je sais pas, Python, c'est quoi? C'est plutôt snake case, non? Enfin, mais en général, si vous faites un choix particulier, camel case ou snake case, en tout cas, il faut s'y tenir. Il ne faut pas mélanger les différents styles. ASCII versus Unicode. Il y a même des langages de programmation maintenant qui vous permettent d'écrire vos identifiants, vos identifieurs, avec des caractères, des emojis. Donc parfois sur Twitter, on voit des exemples de « Ah, j'ai tout réécrit avec des emojis ». Bon, c'est plutôt pour blaguer, j'espère, parce que sinon vous imaginez genre le tierce maintenance applicative d'une appli avec des emojis et tout, ça doit être trop sympa, ça. J'en rêve. Surtout avec VI. Avec VI, en plus avec VI. Oh la vache. Un autre truc, moi, qui m'énerve. Alors moi, du coup, chez Google, je bosse beaucoup avec les Américains. Et vous avez des emails. Ouais, tiens, on pourrait se faire un conf call le 5-4. Alors, est-ce que c'est le 4 mai ou le 5 avril? Bon, en anglais, ça fait May the 4th, mais May the 4th be with you, c'est le jour de Star Wars. Mais du coup, voilà, il faudrait au moins que les Américains ils se mettent à utiliser des standards cohérents, genre la notation ISO, quoi, pas un truc bâtard. Ou être plus explicite, un May the 4th ou quelque chose comme ça pour que ce soit clair. Et puis c'est pareil, si aussi ils pouvaient adopter les degrés Celsius, les kilogrammes, les mètres, ce serait peut-être pas mal, quoi. Et puis pour rester éveillé, parce qu'on code des fois tard la nuit quand on fait de l'open source ou autre, est-ce qu'on est plus thé ou café? Voilà, c'est une question de style. Donc merci pour le café ce matin, pour rester bien éveillé. Au bureau, est-ce qu'il y en a qui font du bureau debout? Oui, il y en a quelques-uns. Moi, au bureau, j'ai un bureau debout et qui est, en fait, c'est un bureau qui est modulaire, hein, et en fait, je peux le monter ou le descendre. Et il y a même des nouveaux bureaux debout qui sont même électriques carrément. Parce que attends, faudrait pas que tu te casses un doigt. Et on a même un bureau avec un tapis de marche. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on peut faire une demi-heure, une heure de marche comme ça. Au début, moi, ça me perturbait un petit peu. Genre le premier quart d'heure, j'arrivais pas à me concentrer parce que... Et puis en fait, quand on s'y habitue, c'est pas plus mal et en fait, j'ai l'impression d'être bien concentré. Alors je fais pas forcément du code, mais c'est genre un mail compliqué ou un document à reviewer, des choses comme ça où j'aime bien faire ça. Touchpad ou souris, j'aime bien les touchpads, mais bon. Donc au final, c'est une question de quoi cette polarisation des développeurs? Est-ce que c'est vraiment une question finalement? Et à la limite, on s'en fout, parce que qu'est-ce qui est important? Faites le boulot, quoi. Comment dire en anglais? Qu'est-ce que j'ai aimé? Faites votre job. Choisissez le bon outil ou l'outil dans lequel vous vous sentez bien finalement. Reconnaissez que vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un.
être d'accord d'être en désaccord finalement, parce que y en a un qui va être plus à l'aise avec IntelliJ, autant qu'il utilise IntelliJ, et puis si l'autre il aime bien utiliser Eclipse, il utilisera Eclipse, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce qui est important au final, c'est de continuer d'apprendre, de regarder tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre monde, d'essayer de voir comment on peut améliorer notre comment dire en français, le craft, là, notre... bon, je trouve pas, mais notre artisanat, quoi, comment on fait notre code, essayer de faire les choses, notre savoir-faire, et de faire les choses bien, continuer toujours d'apprendre, et puis de s'amuser et d'avoir du plaisir, c'est quand même l'essentiel. Et ce qui est bien, c'est aussi de venir à ce genre de conférences-là. Parce que voilà, grâce à nos gentils organisateurs, on est là pour pouvoir apprendre, pour pouvoir s'amuser, papoter entre nous des meilleures pratiques, etc. Donc, profitez-en bien, amusez-vous bien. Et puis encore merci à nos organisateurs pour cette super conférence. Merci.